Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire où nous évoquerons le prix du jury du Festival du film d'animation d'Annecy qui a été attribué à un film tchèque. Focus ensuite sur le travail de la photographe Dana Kindrova à l'occasion des 30 ans du départ des derniers soldats soviétiques de Tchécoslovaquie. Et puis le visage de 2 femmes préhistoriques a été reconstitué au musée Morave de Brno. Ce sera en fin d'émission. Bonne écoute de ce programme. Pour la première fois depuis 30 ans, une production tchèque a été présentée en compétition officielle lors de la dernière édition du Festival international du film d'animation d'Annecy. Mieux même, la coproduction tchéco-franco-slovaque Ma famille afghane de Michaela Pavlatova a remporté le prix du jury. Membre du jury long métrage, Caroline Villet a expliqué ce choix au micro de Marion Floch. C'est l'histoire d'une jeune femme tchèque qui va suivre en Afghanistan l'homme qu'elle aime, qu'elle va épouser, et qui va découvrir que c'est pas si facile de s'adapter à une civilisation où les femmes sont pas trop bien traitées. Et qu'est-ce qui a décidé le jury à attribuer à ce film le prix du jury ? Alors, ce qui a plu au jury dans le film, c'est le fait que les personnages ne sont absolument pas manichéens. Même les radicaux sont montrés avec une certaine complexité, et même les personnages des ONG qui ont plein de bons sentiments ont beaucoup de mal à s'adapter à la vie en Afghanistan. Et c'est justement ce qui nous a plu, c'est que le fait que les gens aient de bonnes ou de mauvaises intentions, ils sont vraiment montrés de façon complexe. Également l'animation aussi qui est tout à fait remarquable, et le personnage principal, celui de cette femme amoureuse qui va devoir composer avec une famille qui est très différente de la sienne, c'est vraiment épatant. On a été très touchés par ce film. Cela faisait près de 30 ans que nous n'avions pas vu d'œuvre tchèque au Festival du film d'animation d'Annecy. Comment cela se fait-il alors qu'il y a une culture du film d'animation très forte en République tchèque ? Alors, j'en ai pas la moindre idée. Et je vais vous dire que moi je suis assez fan du cinéma tchèque. Et je peux vous dire que ma fille, elle a grandi avec La Petite Taupe de Zdeněk Miller. Donc moi je défends le cinéma tchèque, et pourquoi il n'y en a pas au Festival d'Annecy, je ne sélectionne pas, donc je n'en sais rien. Mais je serais ravie d'en découvrir plus, et je suis sûre que la récompense de Ma famille afghane va ouvrir la porte à toute une nouvelle génération de cinéastes. On sera toujours ravis de découvrir des cinéastes tchèques, surtout qu'effectivement c'est un pays qui a une tradition très importante de cinéma d'animation. D'autant qu'il me semble que vous connaissiez déjà la réalisatrice du film Ma famille afghane, qui avait déjà été récompensée il y a quelques années. Je vais être tout à fait franche avec vous, je ne connaissais cette réalisatrice que de façon très succincte, puisqu'elle n'a fait que des courts-métrages, et que là c'est son premier long visiblement. En tout cas c'est son premier long en termes de film d'animation. Franchement, pour un premier long, c'est épatant. Il y a un rythme incroyable, ça valait le coup d'attendre, comme on dit. Franchement, c'est un film qui m'a emballé. Ça m'a bouleversé. Je trouve que, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais que c'est extrêmement bien écrit, que les personnages sont complexes et touchants. Notamment, il y a un personnage de petit garçon qui est atteint d'une étrange maladie, qu'on a vraiment envie de serrer dans ses bras. Enfin voilà, c'est un film qui mérite largement son prix du jury. On était tous d'accord d'ailleurs. Et est-ce que en France, on aura la chance de voir ce film, puisqu'il est en partie français ? Alors oui, on va voir ce film en France, même s'il n'y a pas encore de date. Diafana, qui est un excellent distributeur, l'a acheté. C'est un film qui serait très bien à montrer aussi dans les lycées, dans les collèges, parce que ça parle de plein de choses intéressantes et que ça peut ouvrir la voie à plein de discussions. La semaine dernière, 30 ans se sont écoulés depuis le départ des derniers soldats soviétiques de Tchécoslovaquie en 1991. Ainsi s'achevait une période d'occupation de plus de 20 ans. À cette occasion, une exposition en plein air de photos, notamment de celles prises par Dana Kindrova, est à voir dans les rues du 6e arrondissement de Prague. En 2016, Chloé Monet avait rencontré la photographe Dana Kindrova à l'occasion d'une autre exposition consacrée à ce thème. La photographe avait alors parlé de sa manière de capter les moments importants de l'histoire moderne de son pays grâce à ces photos qu'elle considère comme ses enfants. C'est comme ça, parce que c'est toujours avec la photo, ça dépend du temps. Alors si vous pouvez aussi regarder vos photos après 10 ans, 20 ans, et vous avez l'impression qu'elles sont bonnes, alors qu'elles disent quelque chose, alors c'est bien. Le temps est très important pour les photos. Et alors les enfants ont bien grandi, vous trouvez ? Moi, je trouve que oui. Et maintenant, j'ai ajouté encore quelques photos parce que c'était l'idée de la directrice de la galerie. Pour moi, j'aime pas revenir dans l'histoire, mais elle avait une idée de retourner là-bas
Alors, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire, c'est son désir. Alors, j'y suis allée. Et enfin, je suis très contente parce que j'ai ajouté quelques photos qui ont, disons, après 25 ans, ils ont fait la fin exacte pour ça, avec ce Lénine là-bas, dans les ruines et tout ça. Alors, je pense que c'était très bien de revenir là-bas. Vous avez l'impression d'avoir bouclé quelque chose? Oui, je pense que oui. Moi, j'ai travaillé pendant les années 70-80 sur le projet de la Tchécoslovaquie de ces années. C'était la normalisation chez nous. Alors, c'était après l'invasion des troupes soviétiques, c'était ce temps chez nous appelé comme ça. Alors, c'était un peu triste à cette époque. Alors, je faisais les manifestations communistes et les trucs comme ça. Alors, pour moi, le départ, c'était la fin de ce temps. Le temps qui était 20 ans, j'ai fait mes études à cette époque, alors c'était très, très dur pour nous. Maintenant, c'est le passé, c'est bien. Alors, le départ, c'était le point après tout ça. Vous étiez à Miloševice au moment du départ des troupes. Comment avez-vous ressenti l'ambiance de ce départ? Alors, vous savez, c'était la révolution de velours, c'était bien, on était tous très heureux, mais ce qui était très important, c'était le départ. Alors moi, j'ai fait le français et le russe à l'université. Alors la langue, c'est très importante. Alors je pouvais communiquer avec les soldats, c'est très important. C'est un point très important, mais ce qui a été encore beaucoup plus important, je suis une femme, parce que pour eux, à l'époque, maintenant peut-être non, parce qu'il y a beaucoup de femmes journalistes, mais à l'époque, alors une fille comme ça, c'est pas danger. Alors je pouvais entrer un peu partout. Alors les autres photographes qui photographiaient là-bas, ils étaient un peu jaloux. Ils disaient non, comment ça se fait, tu es arrivé là-bas. Alors ça m'aidait beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Monsieur Dianspeer, a dit que même Moscou, à l'époque, ne savait pas vraiment quoi faire avec ces hommes. Est-ce que vous avez eu cette impression qu'ils étaient finalement un peu abandonnés, même de la Russie? Oui, c'était l'expression l'apathie. Alors on sentait ça, parce que notre pays, on était les premiers à quitter, parce qu'ils étaient en Pologne, un peu partout. Mais nous, on a réussi de les chasser, les premiers. Alors, on voyait ça que si on parlait avec eux, les soldats ordinaires, non. Mais avec les colonels, les gens plus hauts, alors, quelquefois, ils disaient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'ici, on avait des maisons et tout ça. Alors, c'est vrai que pour eux, c'était l'avenir n'était pas sûr. Dans cette exposition, il y a beaucoup de photos de ces soldats. Ce sont des hommes jeunes. Ils ont une vingtaine d'années parfois. Au milieu de leur bagage, ils ont l'air un peu perdus. On en voit un qui joue de la guitare à plusieurs reprises. Et ce qui est très émouvant, c'est que il y a une grande impression d'innocence qui se dégage de ces gens. Est-ce que c'est une interprétation qui vous choque ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu restituer? Vous savez, moi, j'ai fait un projet aussi sur la Russie. Alors, je connais la Russie très bien, c'est-à-dire la mentalité, le système là-bas. Alors, les gens là-bas, les soldats, c'est la même chose, sont habitués. Ce sont pas eux qui décident. Alors, c'est un peu, en Russie, c'est un peu pareil. Alors, on attend qu'est-ce qu'ils vont décider. Alors, je demandais à l'époque, par exemple, je disais c'est très bien que vous partez, c'est Gorbatchev qui a décidé. Ils m'ont dit, alors, ils ont décidé, alors on va là-bas. Alors, si on est ici ou en Ukraine, on s'en fout. Les soldats. Sur ces deux séries de photos, vous avez photographié beaucoup d'images, beaucoup d'affiches de propagande, des portraits d'hommes politiques aussi. J'imagine qu'en tant que photographe, faire des images d'images, c'est quelque chose qui a dû être un enjeu assez réjouissant.
Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'homme. Alors, c'est la photographie humanitaire ou documentaire, comme Henri Cartier-Bresson. C'était toujours mon idole et les gens surtout. Mais ici, c'était très important parce que le décor communiste qui était autour de ces soldats, alors c'était très symbolique parce que c'était à l'époque où l'Union soviétique partait, disons. Alors, c'était déjà détruit, mais ça a été toujours autour de nous, autour de ces soldats. Alors, pour moi, c'était le symbole de la destruction de l'Union soviétique. Alors, ici à cette exposition, on n'a pas des photos en couleur, mais quand j'ai présenté cette exposition pour la première fois, alors j'ai présenté aussi des photos en couleur parce que je sentais qu'il faut faire ce décor en couleur parce que le rouge et le jaune agressif qui était autour, alors ça soulignait cette misère des soldats ordinaires, que la propagande autour de ces gens ordinaires. Alors c'est mon seul projet où j'ai utilisé la photo en couleur. Et alors ces photos que vous avez prises il y a quelques mois, vous êtes retourné sur les lieux, ce sont des lieux désolés, en friche. Qu'est-ce que vous avez voulu capter prioritairement ? Alors, ça dépend. Isolé, par exemple, Milovice, ce qui était le centre. Alors, il y a là-bas les endroits qu'on a restaurés, il y a les gens qui habitent, mais on trouve aussi les endroits qui sont détruits, vous l'avez vu. Et non loin de Milovice, il y a l'aéroport Božidar. Alors, il y a 2 ans, ils ont détruit 350 objets, les bâtiments, et c'est terrible parce que ça coûtait millions de couronnes, mais actuellement il y a beaucoup de déchets, des ruines, et on sait pas ce qu'on va faire avec ça. Hein. Alors ils ont fait ça. Et après, j'ai photographié un peu plus loin, c'est à côté de Mimogne. Là-bas, il y avait un aéroport très très grand. Et même dans les années 60, les soviets, ils ont élargi la piste que les grands avions disons de guerre pouvaient décoller là-bas. Alors là-bas, dans les forêts, vous trouvez actuellement beaucoup de bâtiments qui sont il y a personne parce qu'il y avait beaucoup de logements, il y avait l'école, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de cet aéroport. Mais qu'est-ce qu'on va faire actuellement avec tout ça, hein? Si vous êtes à Milovice, c'est à 50 kilomètres. Alors, il y a les trains et vous êtes à Prague dans 40 minutes. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui habitent là-bas. Et on dit aussi que Milovice, c'est la plus jeune ville de notre République parce qu'il y a beaucoup de jeunesse, parce que c'était pas cher. Là-bas, ça marche. On a tout réparé, mais un peu plus loin, vous n'avez pas le travail, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Alors c'est triste. Si vous êtes dans la forêt et vous voyez tout ça, alors c'est un peu triste. Oui, parce qu'en fait, ces photos, elles sont surprenantes parce que on voit très bien les arbres aux alentours. On voit que la nature reprend un peu ses droits, mais malgré tout, il y a quand même une impression de tristesse. Il y a quelque chose qui plombe ces photos. Il y a une gravité. Oui, c'est ça. C'était mon impression. Et en plus, je photographiais là-bas avant le Noël parce qu'on avait de l'argent pour le catalogue. Et il fallait le faire à la fin de l'année. Alors, il a plu beaucoup et moi, je marchais dans la forêt, je cherchais tous ces endroits. Et heureusement, il y a les fanatiques, disons, qui, sur Internet, vous pouvez trouver, ce sont les hommes qui cherchent les trucs. Alors, j'ai vu les images. Alors, comme ça, je cherchais quelquefois ces endroits parce que ça m'aidait beaucoup. Hein. Et vous avez pu rencontrer des gens sur place là-bas Oui. Il y avait des gens, par exemple, quand je cherchais la photo avec Lénine, c'était la maison de la culture. C'est la dernière photo du livre. De la culture. Alors, j'avais cette photo de Internet et je demandais les gens, vous savez, il doit être là quelque part. Alors, un monsieur qui réparait sa voiture, il disait, j'ai l'impression, si vous marchez comme ça dans la forêt, il y a une maison, peut-être il est là. Alors, je l'ai trouvé. Ça a été un peu un jeu de piste, alors. Oui, c'était rigolo parce que après, quand je l'ai trouvé, j'étais ravie
parce que il n'était pas détruit, parce que c'est tellement loin que si c'est par exemple près de Milovice, alors à 25 ans, alors les gens colorent tout ça, mais il était comme ça là-bas. Alors j'étais là à peu près 1h30, je photographiais, si quelqu'un me voyait, c'est qu'elle est folle là. Alors mais je suis très heureuse d'avoir cette photo parce que c'est vraiment la fin de ce projet, cette photo de Lénine. La Moravie est une des régions d'Europe les plus riches en vestiges préhistoriques et une mine pour les archéologues, comme en témoignent les annonces régulières d'une nouvelle mise au jour dans la région. Au pavillon Anthropos du musée morave de Brno, il est désormais possible de découvrir une partie de l'histoire et le visage de 2 femmes préhistoriques dont les dépouilles ont été retrouvées il y a une vingtaine d'années. C'est dans une tombe à puits qu'ont été inhumées les 2 femmes il y a plus de 6000 ans, plus précisément dans le puits d'un gisement de pierre de taille néolithique situé dans la forêt de Moravský Krumlov, dans le sud-est de la Tchéquie. En collaboration avec des anthropologues du musée Morave, des scientifiques tchèques ont procédé à la reconstruction faciale de ces 2 femmes de l'âge du bronze à partir de leur crâne. Selon Eva Vaničková, qui dirige le laboratoire de reconstruction anthropologique, les 2 femmes ont vraisemblablement souffert de la faim et de maladies durant leur enfance, mais ont bénéficié d'une meilleure alimentation plus tard à base de viande et de baies. Nous avons pu déterminer que les 2 femmes partagent un même patrimoine génétique. Peut-être étaient-elles sœurs ou bien une mère et sa fille. Dans tous les cas, le nouveau-né qui reposait sur la poitrine de la plus âgée des 2 n'a aucun lien familial avec elle. Pour réaliser leur reconstruction faciale, nous avons procédé à une analyse qui a permis de déterminer que l'une avait les yeux bleus, l'autre les yeux verts, bruns ou noisettes. C'est également ainsi que nous avons pu déterminer la couleur des cheveux. Les squelettes des 2 femmes montrent qu'elles ne mesuraient sans doute pas plus d'1,50 m, qu'elles n'ont pas dépassé l'âge de 40 ans et qu'elles ont dû exercer un travail physique éprouvant. Cette forte musculature a conduit l'archéologue Martin Oleva à penser qu'il existait dans leur groupe humain une division inversée du travail, les tâches les plus dures étant assumées par les personnes situées à un échelon socialement plus faible de leur société. Dans ce type de société, et d'ailleurs tout au long de l'histoire, les personnes les plus puissantes faisaient en général travailler celles qui l'étaient moins. La puissance de ces personnes résidait essentiellement dans leur position sociale, ce qui signifie qu'elles n'avaient pas besoin de travailler physiquement. La région où s'étend la forêt de Moravský Krumlov était à l'époque de la préhistoire un lieu important pour l'extraction lithique. Ici, les populations préhistoriques ont exploité les ressources à leur maximum, extrayant des tonnes de chaille, une concrétion que l'on trouve au sein de masses calcaires et qui servait, comme les silex, à fabriquer des pointes de flèches ou des petits outils bifaces. Si cela était en effet une des raisons de l'exploitation de ces gisements, celui de Moravský Krumlov révèle que ce n'était pas la seule, comme l'explique Martin Oleva. Ce sont des tonnes de pierres de taille qui ont été exploitées, travaillées et ensuite rapportées dans les puits. Au final, très peu a été emporté. Faire un travail aussi dur physiquement et ensuite laisser une grande majorité de ce qui a été transformé sur place est difficile à comprendre aujourd'hui. Peut-être faut-il aller chercher une explication du côté de la magie ou du monde des symboles pour comprendre cela. Les bustes des 2 femmes dont le visage a été reconstitué est à voir au pavillon Anthropos à Brno, de même qu'une reproduction de la tombe à puits où leur dépouille a été retrouvée en 2002. Le musée Morave a également lancé un appel au public sur les réseaux sociaux afin de leur trouver à chacune un prénom. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission préparée par la rédaction française de Radio Prague International.